L'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie. Bonsoir. Avec le présentateur du grand jury sur RTL, Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier. Avec la rédaction chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Et le conseiller en communication, Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Dernier round donc pour les 7 candidats de la primaire de la droite ce soir sur France 2. Dans maintenant 3 jours, le premier tour décidera des 2 finalistes. Et plus que jamais, ça s'annonce très très serré. François Fillon espère jouer les troubles faits du duel annoncé Juppé-Sarkozy. Vous avez entendu le dernier sondage IFOP pour Paris Match. Les 3 favoris, quasiment à égalité. Alain Juppé, 31%, en baisse de 2 points. Nicolas Sarkozy, stable, 30%. Et François Fillon, plus haut que jamais, 27%. Il gagne 7 points à leur primaire de la droite. Quel bilan avant le vote? Le débat de ce soir peut-il tout changer? Sur les réseaux sociaux, Benoît Gadret. Il y a déjà un point très positif à cette primaire de droite, nous dit Livre Hebdo, ce sont les ventes de livres politiques qui ont explosé. Après, côté idée, j'ai l'impression qu'on a parlé que de bouffe et de policiers, regrette Henri. Et ce soir, ça va être le tout pour le tout, on s'attend au pire. Les Français ne sont pas à l'abri que des sujets de fond soient accidentellement abordés, prévient le Gorafi. Difficile d'avoir une réponse de ces élites de droite qui ont déjà du mal à savoir ce que peuvent endurer les pauvres, soupire Gérard. Avant le premier tour de la primaire, on aurait aimé la clarté et pas la radicalité, assure Christophe, qui dit finalement soutenir Fillon, et c'est vrai qu'il a l'air de remonter dans les conversations en ligne. Fillon qui fait circuler ce message sur Twitter: ceux qui votent Juppé le font pour ne pas avoir Sarkozy, ceux qui votent Sarkozy le font pour ne pas avoir Bayrou, et si vous votiez pour vos convictions? Jean-Frédéric Poisson de lui répondre: ceux qui votent Fillon le font pour éviter un duel Juppé-Sarkozy, et si vous votiez pour vos convictions? Ah, là, résolu le problème, Macron candidat a déjà un impact sur mon pouvoir d'achat, dit-il, j'économise mes 4 € prévus pour participer à la primaire. Thierry espère surtout que ça sera pas Sarkozy. En 2012, on l'avait balancé dans la cuvette des toilettes. Dimanche, on tire définitivement la chasse, attaque-t-il. Plus mesuré, BT trouve dommage que Sarko ait tapé toute la campagne sur Juppé et ménagé Fillon, qui planqué dans le peloton en profite finalement au sprint. Louis, enfin, comme beaucoup, râle que dans un pays normal, la sortie de Takedine sur l'argent libyen ferait exploser la primaire, mais là, en cause prise unique, oh, ça reste une simple accusation et difficile de croire Takedine sur parole, rétorque Nourdine pour finir. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Jean-Luc Manot, vous croyez à l'hypothèse Fillon? Je crois que c'est, a priori, si je devais parier ce soir, mais ce serait un pari stupide, mais je parierais on parie ensemble. Je ne parierais pas Fillon. Vous ne pariez pas Fillon? Non, je parierais pas Fillon. Je crois que le chemin à faire est encore trop long par rapport à la durée de ce qui reste de campagne. Mais en même temps, il y a un débat ce soir. Il est évidemment important dans un moment où il y a un électorat, on voit bien, qui change. Et surtout, ce qui est assez intéressant à voir, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très compliqué aussi pour les sondeurs, c'est que il n'y a pas vraiment, on franchit pas vraiment quand on travaille dans une primaire. Les électeurs ne franchissent pas vraiment de frontières. Il y a pas, ils sont très mouvants, quoi. Oui, il n'y a pas une ligne de démarcation. Vous voyez que c'est bien plus dur de passer de la droite à la gauche ou de la gauche à la gauche à la droite. Alors que là, ils se détestent tous, donc c'est compliqué de dire que c'est la même famille. Mais les électeurs se détestent pas. Les électeurs, ils sont globalement la même famille, en tout cas une famille à défaut d'être unie, quand même, qui sait se rassembler. Donc c'est extrêmement difficile. En tout cas, vous pariez pas Fillon ce soir. Donc non, je vous disais simplement que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'invité surprise dans ces émissions-là, parce que on aurait pu faire venir Macron, il n'aurait pas dénoté sur le fond. Oui, enfin bon. Non mais Fillon a probablement déjà un avantage pour lui, c'est de ne pas avoir été soutenu bruyamment par le parti des médias, ce qui, à mon avis, va finir par être très mauvais pour Alain Juppé. Et Fillon a aussi l'avantage de ne pas être Nicolas Sarkozy. Et non mais donc on sait bien que Nicolas Sarkozy focalise un truc personnel. Donc son collaborateur, comme disait l'autre. Il peut rafler. Non, mais il peut rafler notamment parce qu'il aura l'air, si vous voulez, les gens, les électeurs, ils prennent un peu le gourdin qu'ils peuvent pour taper sur notre tête ou sur la tête de tous ceux qui leur donnent des leçons. Alors le gourdin peut être plus ou moins convenable. Là, ils ont un gourdin très convenable, en fait. Donc vous voulez dire que c'est pas pour lui, François. On voterait pas pour lui, mais on voterait pour ce qu'il représente plus que pour ce qu'il est, quoi. C'est ça? Bah, écoutez, franchement, excusez-moi, là, c'est le sexe des anges, votre truc. Pourquoi les gens votent pour ce qu'il représente, ce qu'il est? Bah non, mais pour ce qu'il a, pour son programme. C'est pas pour son programme. Non, je pense pas. Alors je vais vous dire, je pense pas que ce soit parce que en réalité, moi je trouve, je suis pas d'accord avec les internautes qui disent on n'a pas du tout abordé les sujets de fond. Je trouve même que globalement, par rapport à ce qui aurait pu être, ils se sont plutôt bien tenus et on n'a pas entendu que des Orions. Non mais ça m'étonne moi-même. Cela dit, il y a un débat qui n'a pas eu lieu, je le dis en vitesse. Il y en a un sur le libéralisme.
Parce que entre Fillon et les autres, il y a quand même un truc sur le libéralisme qui a pas du tout, qui a été complètement escamoté. Et puis alors, pour faire rêver sur la France, là, peut-être Olivier a une idée. Oui, Emmanuel Macron pour faire rêver sur la France. Emmanuel Macron pour rêver sur la France. Je ne sais pas si on vote pour ou contre. Il est certain que Nicolas Sarkozy attire l'attention et que on se fixe sur les autres en fonction du sentiment que l'on a par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est ça. Mais en même temps, c'est le comportement qui l'emporte, c'est l'image que donne le candidat beaucoup plus que le contenu du programme pour l'instant qui est jugé. À la présidentielle, on verra. La présidentielle, on verra. Mais moi, je me garderai bien de tout pronostic convaincu et convaincant. J'ai toute petite anecdote qui remonte à 2002. Mercredi, avant le premier tour de la présidentielle, nous recevons sur France 2 Jean-Marie Le Pen, qui au long de l'interview nous dit « Si j'étais électeur de Monsieur Jospin, je me tromperais pas, je voterais dès le premier tour pour lui ». Après l'émission, on lui dit « Mais quelle est cette insistance à voter Jospin ?» Eh bien, tout simplement parce que je peux me retrouver au deuxième tour, nous dit-il. Et à ce moment-là, je commence à m'interroger à m'intéresser sérieusement à la question. J'interroge le sondeur de France 2 de l'époque qui me dit ça paraît invraisemblable, mais si les courbes continuent à être ce qu'elles sont, il sera au deuxième tour. Donc on peut se dire que si les courbes continuent à être ce qu'elles sont concernant François Fillon, il peut être au deuxième tour. Sauf que les courbes sont quand même un peu moins fiables. Non, mais elles sont moins fiables, mais en tout cas on sent bien qu'il y a comment dirais-je, un plus Fillon. D'ailleurs, on l'a senti avant même que les sondages ne commencent à le traduire. Ça se demandait d'ailleurs si les sondeurs... Vous diriez la même chose que tout à l'heure Alain Duhamel qui dit qu'en 50 ans de vie politique, il n'a jamais vu ça, une élection qui, à 3 jours du scrutin, soit à ce point bouleversée par rapport à ce qu'on en attendait. Vous dites la même chose. Regardez, Le Pen 2002, pardon, mais enfin, à 3 jours du scrutin, on ne s'attendait pas à le voir au deuxième tour, quand même. C'est vrai. En tout cas, sur le plan de la dramaturgie, c'était épatant. Et Hollande de la primaire, vous y attendiez, vous Sur le plan de la dramaturgie, c'était épatant. Ça fait un feuilleton d'enfer. Je parie sur un score d'audience ce soir. Évidemment, Fillon va-t-il, en bon pilote automobile, refaire son retard? Enfin, voilà, il y a un suspense extraordinaire. Je ne pense pas que ce genre de débat, j'ai déjà dit qu'on avait parlé du premier débat, mais je suis sincère, vraiment, je ne pense pas que ce genre de débat soit propice à nous donner les arguments pour voter pour un tel ou pour en dehors de la couleur de la chemise. Il y a quand même peu de choses sur le fond, même si, bon, le premier débat a été ennuyeux, le deuxième punchy, et le troisième sera sans doute plus déterminant. Mais voilà, bon, premier point. Deuxième point, il faut quand même remercier la seule femme qui a réussi à se frayer un chemin dans ce monde d'hommes, parce que sans ça, ce soir, on sera encore face à un bataillon de costumes-cravates. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, NKM est là et ça fait du bien, parce que quelle représentation du monde politique et du monde tout court, d'ailleurs, auraient les petites filles qui regardent la télévision, ou même les femmes qui regardent la télévision. Donc merci NKM, quel que soit le discours, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Vous dites la même chose pour Marine Le Pen, alors merci Marine Le Pen J'en suis pas là, j'en suis pas là, j'en suis pas là, on en reparlera si vous voulez bien. C'est un rêve progressiste qu'une femme à l'Élysée, un homo à Matignon. Non, mais attendez, c'est un rêve progressiste, franchement. On a le droit d'être... Bref. Et puis, on a le droit d'aller au bout de votre raisonnement. On a le droit d'aller au bout de votre raisonnement. Non, ce soir, vous avez 7 personnes, dont une femme, 6 hommes, dont une femme, c'est pas la même chose. Et puis, la dernière chose, c'est que je m'interroge, moi, sur la primaire en elle-même. Qu'elle soit de droite ou de gauche, est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie? Alors ça, on en parle dans un instant, si vous voulez bien, parce que c'était justement une des questions avant de passer à autre chose. Mais est-ce que la primaire, finalement, on en parle, mais est-ce que c'est si bien que ça pour la démocratie? On en parle dans un instant. Pour recueillir des réactions, évidemment, des proches des candidats. Voilà, vous découvrez Céline et je la salue. Et puis on parlera des sondages, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sondages ces derniers jours qui sont sortis. L'équation est simple. François Fillon a gagné du terrain de plus en plus. Alain Juppé décroche et Nicolas Sarkozy a légèrement baissé. Mais c'est vrai que les sondages se croisent. On va revenir évidemment sur ces phénomènes, l'effet Trump, l'effet Macron, bien entendu. On va faire le point dans quelques instants avec mes invités que je vous présente. Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste, vous êtes journaliste au Figaro et vous avez créé cette revue Limite sur l'écologie intégrale. Votre dernier livre, Adieu Mademoiselle, aux éditions du Cerf, il est sorti en avril 2016. Merci d'être avec nous. Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes éditorialiste politique, auteur de ce livre. Il vient de sortir. Comment en est-on arrivé là? Histoire d'un chaos politique. Il est sorti chez Robert Laffont. On parlera avec vous évidemment de tous ces sondages, de ces hommes qui vont se battre dans quelques instants, en tout cas qui vont débattre dans quelques instants en direct sur notre
antenne. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes cofondateur et directeur de la publication d'Atlantico. Je parlais des sondages parce que Atlantico a publié un sondage Opinionway où là, je crois, Juppé et Fillon sont au coude à coude, c'est ça, ou à égalité? Non, François Fillon rattraperait Nicolas Sarkozy pour le premier tour, et dans l'hypothèse qui reste quand même un grand si où il serait qualifié pour le deuxième tour, il battrait largement et Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ouais, rattraperait, hein, vous êtes prudent. Parce que tout le monde l'est. Personne n'est certain de la sociologie. Non, mais les sondages, ils enregistrent les dynamiques. Les dynamiques, elles sont incontestables. Sur les 3 dernières semaines, il y a une très forte dynamique en faveur de François Fillon. On le voit sur les réseaux sociaux aussi. On le voit. Enfin, il y a des tas d'indicateurs. Éric Decouty est avec nous parce que je vous présente Éric Decouty rapidement, directeur délégué de Marianne. Et évidemment, vous observez ces primaires à la loupe. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson et Céline, évidemment, en direct. Place au direct, bien entendu. Oui Arnaud, je suis avec Jean-Frédéric Poisson. Alors Jean-Frédéric Poisson, qu'attendez-vous de ce débat ce soir? Qu'on parle de politique, parce que j'ai l'impression qu'on ne l'a pas suffisamment fait jusqu'à maintenant et que les débats précédents ont beaucoup tourné soit sur des affaires de chiffres, de gestion, un peu de politique aigrie, un peu de lavage de famille en linge sale, un peu de prospective mal faite. Enfin, tout ça ne sont pas des choses qui intéressent les Français, me semble-t-il. Donc je viens ce soir pour parler de politique et de la France. Ce soir, on va parler de l'élection de Donald Trump, de l'Europe, des questions sociales. C'est plutôt bien pour vous? Ça vous permet de vous démarquer? Mais je suis en général démarqué sur à peu près tous les sujets par rapport à mes 6 autres concurrents. J'ai dit, après le deuxième débat où c'est apparu de manière très claire, qu'il y avait en fait non pas 7 mais 2 candidats. Il y a d'un côté l'ancien gouvernement de Nicolas Sarkozy et d'un autre côté moi. Ça va sans doute se vérifier encore ce soir. D'accord. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Merci. À vous Arnaud. Céline, on va vivre évidemment en direct tous les candidats, tous les proches qui vont passer, qui vont se préparer, parce que c'est un moment difficile, ces plateaux télévisés, ces débats télévisés, c'est très intense. On va évidemment le vivre dans quelques instants. Jean-François Copé, évidemment, place au direct, parce que tous les candidats arrivent en même temps. Il y avait un ordre assez précis. Regardez, écoutez Jean-François Copé au micro de Céline Martel. Alors, retour, car Jean-François Copé est passé très très vite. On le retrouvera dans quelques instants. D'abord, quelques images, parce que c'est intéressant de voir aussi, il y aura le fond, pas de politicaillerie, dit Jean-Frédéric Poisson, puis c'est aussi la forme, un débat télévisé, c'est la façon dont on est placé dans le plateau. C'est le plateau, regardez, c'était les derniers préparatifs de ce plateau. On voit Thierry Solaire, qui est l'organisateur de ces primaires, qui vient vérifier les derniers détails, parce que chaque candidat a évidemment des desiderata. Il faut les respecter. Voilà, ça c'est les images du plateau, des images d'un plateau vide pour l'instant, mais qui va se remplir à partir évidemment de 20h30. Regardez ce sujet de Valérie Brochard, elle est allée mettre sa caméra justement en coulisses de la préparation de ce plateau. Le réalisateur a pris la parole, vous allez le voir, il n'y a pas que du fond dans un débat, il y a aussi la forme, la façon dont on est assis ou pas, la façon dont on est situé dans le demi-cercle. Regardez ce reportage de Valérie Brochard. Donc là, on va sur le plateau. Dans les coulisses du dernier débat. Là, ils sont peut-être en train de faire des essais. Un plateau spécialement conçu pour ce 3e débat de la primaire de la droite et du centre. Les lumières, les pupitres, rien n'est laissé au hasard, sauf la place des candidats et l'ordre des interventions. Il y a eu 4 tirages au sort en tout. Un pour l'ordre d'apparition dans la bande-annonce, un autre pour le positionnement sur le plateau, un 3e pour les premières prises de parole et un 4e pour l'ordre des conclusions. Un procédé identique au précédent débat télévisé, mais cette fois-ci, de nouveautés. Le bureau des journalistes animateurs deviendra rouge quand les candidats atteindront la limite de leur temps de parole, un temps qui a d'ailleurs été augmenté. Les candidats auront 30 secondes de plus pour répondre aux journalistes. Parce qu'on a estimé qu'ils étaient coupés trop souvent, que les journalistes, du coup, se retrouvaient dans une position un peu désagréable, un peu de garde-chiourme. Et on veut pas ça, on veut que le débat puisse se développer. Un débat notamment animé par Nathalie Saint-Cric. Elle se chargera des questions portant sur l'éducation et la laïcité, des échanges qu'elle espère vifs mais respectueux. Je pense qu'il faut faire un bon équilibre entre je suis pugnace, voire je coupe la parole et je respecte les gens. Pour pas exaspérer les téléspectateurs qui trouvent en général que les journalistes coupent tout le temps la parole et ne sont pas corrects. Donc ce qui m'inquiète le plus, c'est la bonne balance entre le respect,
des candidats et le côté, faut quand même, quand on leur pose des questions, qu'ils y répondent. Ne réglez pas vos téléviseurs, les véritables candidats ne font que très rarement le déplacement la veille d'un tel événement. Ces jeunes silhouettes aident les techniciens à faire leur dernier réglage. Un seul objectif à l'image, l'égalité de traitement. Les 7 caméras des 7 candidats sont toutes de la même marque, ont toutes le même pied, sont réglées à la même hauteur, ont le même téléobjectif qui a la même valeur focale et la même ouverture de diaphragme. Ce qui fait que tout le monde est à la même enseigne. Et contrairement aux idées reçues, on aurait tendance à croire que quand on est au milieu, on est mieux, mais en fait, on fait l'essuie-glace. On écoute à droite et on voit plus ce qui se passe à gauche, alors que les places stratégiques, c'est toujours en bout. Jean-François Copé est venu tester lui-même la hauteur de son pupitre. Il aura l'avantage d'être placé à l'une des extrémités du plateau. Et voilà ces images, Jean-François Copé qui arrivait justement au studio parce qu'il y avait un ordre millimétré de l'arrivée de Jean-François Copé. Vous allez découvrir ces images. Voilà, quelques poignées de main, détendues, souriants, mais concentrés parce que évidemment c'est un exercice difficile où il faut rester éminemment concentré. Voilà pour Jean-François Copé. Quelques informations pratiques. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera au centre de ce débat, ce qui change tout. Voilà, c'est très intéressant. Nicolas L'essuie-glace, les fameux essuie-glaces dont parlait le réalisateur. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé seront côte à côte. Donc ça, c'est une information intéressante. Et puis, Jean-Frédéric Poisson et François Fillon seront à droite. Et Bruno Le Maire sera excentré à l'extrême gauche. Voilà, ça c'est la position des candidats. Et puis, avant de débattre, regardez les thèmes. Parce que ce soir, évidemment, il y aura des thèmes imposés. Un peu comme au patinage artistique. Thème du dernier débat, donc question d'actualité. Donc focus sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis. L'Europe, l'international et le climat, parce qu'il y a la COP22 à Marrakech. Éducation, laïcité, thème important. Et puis la protection sociale, précarité, chômage et redécoupage territorial. Et puis il y aura des questions libres. On le verra ensemble à la fin de ce débat. Eh bien, il y aura des thèmes libres. Les candidats se préparent à recevoir toutes les questions possibles. Michel, un mot sur le dispositif parce que vous avez connu d'autres débats télévisés. C'était plus rigide auparavant ou... Ça le devenait de moins en moins, mais c'était sûrement plus que cette fois-ci, parce que chacun des candidats avait par exemple avec lui un réalisateur qui fixait la dimension de l'image, et la lumière, etc. Et puis après, il y avait un réalisateur central qui obéissait au fond aux injonctions des deux réalisateurs. Tandis que là, ça me paraît beaucoup plus simple et beaucoup mieux. C'est le même réalisateur, mais ils sont soumis aux mêmes règles. Mais c'est le même réalisateur. Il n'y a donc pas mettez bien la lumière sur moi et pas sur l'autre. Enfin, vous voyez. Il y avait ce type de demande. Il y avait ce type de débat entre le réalisateur qui était Moatti pour Mitterrand par exemple et Herzog pour Giscard. Chacun voulait la meilleure image, mais comme vous savez, ce qui change beaucoup, c'est que les images de l'un ne pouvaient pas être données lorsque l'autre parlait. Tandis que là, apparemment, depuis le premier débat, les images... Les fameux plans de coupe. Et on verra les réactions. Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce que vous attendez de ce débat ce soir? C'est le dernier débat des 7 candidats, puis il y aura évidemment un débat de l'entre-deux tours. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est vrai que selon les pronostics des sondages, avec beaucoup de précautions évidemment, Alain Juppé est un peu sur le reculoir, François Fillon progresse énormément, et Nicolas Sarkozy joue gros lui aussi. En tant qu'analyste, ce que j'en attends, c'est de voir si François Fillon peut transformer l'essai. C'est en quelque sorte, pour lui, la pièce est en l'air. Est-il capable de l'attirer dans son tamis à lui ou est-ce qu'elle va retomber malgré tout de l'autre côté? Je pense que le vrai enjeu pour François Fillon, il n'est plus tellement de parler de son programme il est sur lui. Il est vraiment sa sur personnalité. la personne qu'il est. Je pense que l'électorat à droite, on entend beaucoup en tout cas dire à droite François Fillon est celui qui a le plus travaillé, qui a le meilleur programme. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal positionné, que ce soit sur les questions de société, que ce soit sur les questions liées au terrorisme, que ce soit sur les questions liées à l'intégration. Il est pas mal positionné par rapport aux attentes, en tout cas à ce qu'en montrent les enquêtes d'opinion de l'électorat de droite. Peut-être lui manque-t-il un peu la flamme. Alain Juppé a un énorme capital politique, c'est qu'il fait président. Il est là parce qu'il fait président après 2 autres présidents qui, eux, ne faisaient pas président, ou en tout cas c'est comme ça que les Français... Donc c'est l'attitude. Vous êtes sur l'attitude, la posture. Je pense que ce qui joue là maintenant pour lui, c'est vraiment ça. Ça me rappelle, vous savez, je crois, François Mitterrand disait de Michel Rocard, comment voulez-vous qu'un homme qui a des coliques néphrétiques devienne président? Et Nicolas Sarkozy, peut-être plus en privé, disait comment voulez-vous que François Fillon, qui a une sciatique à la moindre contrariété, devienne président? L'enjeu, alors les gens ne le savent pas forcément, mais ils peuvent percevoir dans son attitude
que peut-être il manque quelque chose. L'enjeu pour lui, c'est de montrer que ça ne lui manque pas. Eugénie Bastier, Éric de Coutty, allez-y. Moi, je dirais que dans ce trio de fin, dans ces trois personnes, donc Fillon, Sarkozy et Juppé, ça va jouer beaucoup à l'attitude, à la personnalité et notamment au ton du discours adopté. Et je pense que Fillon a cet avantage qui joue à la fois l'homme de synthèse qu'incarne Alain Juppé et en même temps la punacité, effectivement, sans tomber. Enfin, il ne joue ni la carte du politiquement correct que joue Juppé, ni la carte de la démagogie que joue Sarkozy. Donc il y a un espace. Il y a un espace et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de votes Juppé qui étaient un vote anti-sarkozyste et ce vote anti-sarkozyste peut se déplacer vers Fillon. Après, à savoir dans quelle mesure, mais c'est-à-dire que beaucoup de gens allaient voter Juppé pour éliminer Sarkozy. Là, ils se disent peut-être que... Et Bruno Le Maire arrive, Bruno Le Maire dont on parle moins parce qu'il a décroché dans les sondages. Éric de Coutty, vous le regardez comment ce débat. Est-ce que les Français, 5 millions, 2 millions et demi sur le second débat, et il y aura des millions de Français devant le poste, vont choisir en fonction d'une attitude, d'une posture, d'une façon d'être, où ils vont approfondir les thématiques? Je crois qu'on parle beaucoup de François Fillon parce que les sondages nous disent qu'il est dynamique. Celui qui joue peut-être le plus gros, c'est Alain Juppé. Parce qu'Alain Juppé, on a vu 2 débats où Alain Juppé était quasiment absent. Cette stratégie du je ne suis pas là, je ne parle pas. Il comptait les points, comme on dit. Il comptait les points, en tous les cas. Il était en arrière-tenue de ce qu'il s'est dit, surtout ne pas perdre. Et là, ce soir, si on en croit les sondages, encore une fois, il est fragilisé. Il va falloir qu'il montre autre chose. Alors, on va regarder Fillon, on va tous les regarder. Mais Alain Juppé joue gros. Il va falloir qu'il adopte une autre stratégie et un autre discours que ce qu'il a fait jusqu'à présent lors des 2 précédents débats, s'il veut transformer l'essai que lui ont accordé les sondages jusqu'à maintenant. Michel Cotta. Oui, à vrai dire, ce sont les 3 premiers. Il doit être offensif. On ne s'occupera pas ce soir, c'est terrible à dire, mais on ne s'occupera pas ce soir des 4 derniers. Sauf s'il pose des questions. Voilà, sauf si, alors on se demandait qui est le vilain canard qui, à un moment donné, mettra les pieds dans le plat. Jean-François Copé a clairement montré qu'il s'était rallié à Alain Juppé. Il l'a pas forcément dit officiellement, mais enfin, on l'a compris. Sauf dans certains cas où il ne serait peut-être pas amené à pouvoir il a déjà commencé attaquer vraiment lourdement Nicolas Sarkozy. Sur Takedine, par exemple. Il ne peut pas trop l'attaquer sur Takedine. Non, Takedine, il ne peut pas en parler. C'est à ça que je faisais allusion. Voilà, il a mis les pieds dans le plat, mais sur cette affaire dont Le Monde d'ailleurs a relayé l'interview de Ziad Takedine, c'est vrai que c'est un sujet très sensible. Peut-être aucun candidat... Je voulais parler 2 minutes de la montée, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est Juppé qui joue le plus gros, parce que quand on est à ce point dans les sondages, et il l'est depuis le début, c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, j'ai suivi la campagne de Fillon, et je me suis aperçu, alors je ne sais pas du tout comment ça se traduit dans les sondages, qu'il y avait à un certain moment un décollage. Et si vous voulez, entre le premier meeting parisien, qui est au Cirque d'Hiver, et le dernier meeting auquel j'ai assisté à Lille, quelque chose avait changé, et dans la salle, les gens me disaient c'est le seul à avoir employé le mot gaulliste. Ça fait écho? Vous pensez que ça fait écho dans le... Je ne sais pas, mais enfin, en attendant, ça m'a... physiquement, je me suis aperçu de cette montée. Le gaullisme, c'est à la fois... Ça sonne encore à l'oreille des électeurs? Il y a gaulliste et il y a gaullien. Moi, je pense que ce Fillon est gaullien. C'est-à-dire qu'il a une attitude gaullienne, dans le sens où il a cette espèce de distance au-dessus des partis, au-dessus des petites querelles. Et c'est ça, cette attitude gaulienne, plus que le contenu gaulliste, à mon avis, qui séduit. Il y a eu un gaullisme social. Il y a eu ce qu'on appelle un gaullisme. Oui, mais il est très libéral. Lui, il est quand même très libéral sur son programme économique. Bien sûr. Il a réussi à créer, avec Michel, il a réussi à créer à un moment donné de la campagne, mais ça a été très long, de l'adhésion. Il a réussi à déclencher ça, là où Alain Juppé, ça fait 18 mois qu'il est favori dans les sondages. Ah oui, il l'est toujours, et comme je le disais, il ne faut pas sous-estimer le fait que malgré tout, il fait président, et que on est dans une élection beaucoup par élimination. On n'est pas dans une élection où les gens pensent qu'il y a des bons candidats. La réalité, c'est quand même que les Français regardent ça en disant il n'y en a pas vraiment un qui me plaît. Et justement, dans ce contexte-là, François Fillon a réussi à réintroduire un peu d'adhésion. Nicolas Sarkozy, dans une situation différente, il a un fan club, je sais pas, c'est pas du tout un noyau dur, mais un noyau dur de gens qui le soutiennent effectivement, un réservoir de voix, un réservoir qui sont dans une adhésion très forte, mais en face il a aussi un rejet qui est très fort. Là, François Fillon a réussi à créer... François Fillon, et on parlera de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a aussi François Fillon, il a lâché ses coups. C'est le seul qui a lâché ses coups. Ah oui. Alain Juppé a géré une sorte de fonds de commerce. Nicolas Sarkozy a géré aussi ce qui était sa stratégie. Et lui, finalement, il est parti sur les affaires dès le début en cognant fort. Et finalement, il a rafalé de tout au long. Et c'est le seul. Et je pense que c'est une stratégie qui porte. On va voir ce soir ce qu'ont faire les autres. Parce que cette stratégie du je suis à l'offensive tous azimuts, elle a donné a priori des résultats. Encore une fois, moi je serais simplement prudent, c'est que les sondages, il y a un effet Fillon qui est indiscutable. Aussi fort qu'on dit. On verra dimanche, mais je ne suis pas certain que autant il pouvait être sous-estimé,
à un certain moment. Est-ce qu'il n'est pas surestimé aujourd'hui? Je ne ferai pas le procès des sondeurs. C'est une question qui sera posée. Il y a une pression autour, il y a un climat autour des sondeurs aujourd'hui. Il y a l'effet Trump. Il y a un climat autour des sondeurs qui fait qu'on a l'impression, quand on parle avec les uns et les autres, que tout le monde a une certaine crainte. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas. Et donc, je me demande s'il y a un effet Fillon indiscutable. Mais est-ce que cet effet Fillon, là, il est aussi haut? Je ne lis pas dans le marc de café. Il est aussi haut que nous le disent certains sondages. On verra. Parce que Nicolas Sarkozy et François Fillon se sont adressés à des électorats extrêmement différents. François Fillon a joué ceux qui sont là, ceux qui sont dans la politique, ceux qui étaient justement plutôt vers Alain Juppé. Nicolas Sarkozy a plutôt adopté une campagne à la Trump, c'est-à-dire Donald Trump avait très bien compris que s'il se battait sur les gens qui votaient d'habitude, la bataille était contre l'establishment. Je pense que c'est ça. Mais on peut ça ne se résume pas du tout à l'establishment. La candidature, les électeurs de Donald Trump n'étaient pas du tout juste des petits blancs en colère. C'était toutes les catégories de population. Nicolas Sarkozy, c'est ceux qui votent ou qui ne votent plus. Et ça, c'est transversal dans la population. Nicolas Sarkozy a essayé d'aller chercher ceux qui ne votent plus, ceux qui sont loin, ceux pour lesquels il faut faire vraiment beaucoup de bruit pour qu'ils tendent un peu l'oreille. D'où les Gaulois, d'où les frites. Oui, mais si on regarde, on voit qu'il est à 30% depuis 3 mois. Nicolas Sarkozy, il bouge pas. Il ne bouge pas depuis 3 mois. Il a sa secte de militants. Il a eu un vrai trou d'air. Mais finalement, il reste quand même autour de 30-35%. Il n'y a pas de, c'est celui qui reste le plus stable. J'ai l'impression justement qu'il a son stock d'électeurs et qu'il n'arrive pas à aller plus loin, à aller chercher peut-être si on rendez-vous à Juppé et pas à Sarkozy. Mais peut-être si on raisonne justement sur les gens qui sont là, ceux qui depuis le départ disent qu'ils vont s'intéresser à cette primaire. Le pari, je pense, de Nicolas Sarkozy, c'était vraiment d'aller chercher les autres, d'aller chercher ceux qui sont loin de la politique. C'est un pari très compliqué dans une primaire en France. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pardon. Michel Cotta. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que il a tenu son socle. Oui. Ah oui, mais celui-là, il l'avait. Son socle est assez important. Après, le reste dépend du nombre d'électeurs. Mais dire qu'il est allé chercher des électeurs qui ne votent pas... non, il a essayé, il s'est déporté sur la droite pour garder la fragilité, la porosité des électeurs avec le Front National, mais il ne sait pas, je pense qu'il a joué son socle. Il a cimenté son socle, incontestablement. Mais il ne progresse pas sur ce socle. Il se joue vraiment. Il ne progresse pas. Elle se joue quand même pas mal là-dessus. Éric de Couty, vous allez voir, on va commenter ce fameux sondage OpinionWay que j'ai mal commenté. On va le voir, on va le commenter, puisque OpinionWay pour Atlantico, c'est intéressant. Intention de vote au premier tour de la primaire de droite et du centre. Alain Juppé 33, alors il perd 7 points dans ce sondage. François Fillon en prend 10 à 25. Il est donc au coude à coude à égalité avec Nicolas Sarkozy. Et Bruno Le Maire est à 9. Il décroche de 4 points. C'est vraiment le perdant, parce qu'il était dans le trio de tête depuis des mois. Et il perd. Regardez Nicolas Sarkozy qui arrive et qui est souriant et qui serre quelques mains, évidemment, selon la tradition, entouré évidemment des responsables des chaînes et des radios partenaires de cet événement. Voilà, Nicolas Sarkozy vient d'arriver. C'est une information importante puisqu'on en a parlé. Jeannie Bastier, sur ce sondage, c'est quand même c'est intéressant ce sondage. Coude à coude, Fillon-Sarkozy, Juppé, quoi qu'on en dise, reste toujours devant. Il baisse, mais il est devant. C'est intéressant aussi, je trouve, le décrochage de Bruno Le Maire. Il nous dit quelque chose aussi sur la politique. Il nous dit que la stratégie du renouveau et la stratégie iPhone 6 ne fonctionne pas forcément. C'est-à-dire dire qu'on est nouveau ne suffit pas pour faire une politique. Il n'a pas été audible quand il a dit qu'il était le candidat du renouveau. Mais il a fait sa campagne uniquement là-dessus. C'est-à-dire en disant je suis nouveau, et c'est le système. Alors en plus, il y avait un problème de crédibilité dans le sens où c'est quand même, il est du sérail politique, donc il n'avait pas cette virginité macronienne, on va dire. Ça, et donc en fait, il y a un problème d'émetteur du message, et en lui-même, le message ne suffit pas. Il suffit pas de dire je suis nouveau pour séduire des électeurs. Il y a aussi un problème de contenu. Et vraiment là, c'est l'échec du jeunisme. Vous êtes d'accord avec De Couty ? Absolument d'accord avec ça. Il s'est un peu trompé avec ce mot. Je suis nouveau, ma cassette, pour que ça change quoi que ce soit. Il faut avoir un peu de contenu et je ne dis pas qu'il n'en a pas. Mais il a fait un programme de 1000 pages. Il n'a pas montré, en tous les cas, dans les débats, il n'a pas joué là-dessus, non. Ça, c'est indiscutable. Il s'est trompé de stratégie, Bruno Le Maire, qui était un peu il était dans le trio depuis des mois. Il s'est tout à fait trompé de stratégie, mais d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'on voit que, dans ce sondage, en tout cas, Fillon a pris 4 points d'un côté, donc il a pris à Juppé, qui en perd 6 ou 7, c'est ça, et à Le Maire, qui en perd 4.
Donc, et l'autre a gagné de 10%. Donc on voit très bien que c'est sur ces deux candidats, et Juppé et Le Maire. Et ça, c'est le signe d'un échec pour Le Maire. En tout cas. Il y a un autre enseignement dans ce sondage, quand on regarde le détail, sur les Républicains, qui est quand même le cœur de cet électorat-là. Ça se résume pas à ça, parce que l'électorat de droite est plus large. On va y venir sur l'électorat. Les électeurs de droite, Alain Juppé est en 3e position, derrière Nicolas Sarkozy et derrière François Fillon. Donc après, tout le pari, c'est effectivement qui va venir voter à cette primaire. Mais sur le cœur de l'électorat, il est 3e. Éric de Courty. Oui, mais ça, il n'y a pas de, c'est depuis le début. Ça, pour le coup, Alain Juppé. Alain Juppé, mais sur le fait d'avoir une stratégie qui se concentre pas sur les Républicains. Il était deuxième. Là, la nouveauté, c'est que François Fillon est repassé devant, ce qui montre que sur le cœur de l'électorat, il y a un décrochage Juppé. Je voulais vous poser une question. Un décrochage Juppé chez les Français au sens large, il y a un décrochage Juppé sur le cœur de l'électorat. Juste une question sur les électeurs. Il y a eu plusieurs articles, plusieurs réflexions autour de mais bon sang, mais qui va aller voter? Donc difficile pour les sondeurs, parce qu'après tout, des électeurs de gauche peuvent signer la charte, des électeurs du FN peuvent venir. Est-ce que là aussi, ça fausse pas le débat? Certains disent peu d'électeurs se déplacent, ça favorise Nicolas Sarkozy. Un grand nombre d'électeurs se déplacent. C'est vrai qu'Alain Juppé et François Fillon sont plutôt en position de force. On est convaincu que les électeurs, ce que dit Jean-Sébastien, les électeurs LR qui sont déterminés vont aller voter. Plus le socle, a priori, plus le socle sera large, plus on sortira de la base des républicains traditionnels, plus il y aura de centristes, voire de éventuellement quelques milliers d'électeurs de gauche, plus ça favorise Alain Juppé. Mais encore une fois, c'est la bouteille à l'encre là, parce que qui va aller voter, est-ce que les gens savent? Oui, il y a est-ce que les bureaux de vote, est-ce que les gens savent? Oui, mais il n'y a qu'un précédent de primaire, c'est celui des primaires de la gauche en 2011, où l'ordre d'arrivée donné par les sondeurs était le bon. Avec quand même une surprise, c'est la surprise Montebourg et le décrochage de Ségolène Royal qui est passé de 12 à 4%. Donc ça peut être une surprise, mais je pense, ça c'est une hypothèse personnelle, que l'électorat de droite est plus volatile que l'électorat de gauche, puisqu'il s'attache plus aux personnes qu'aux idées. Et donc je pense que c'est encore plus difficile quand on parle d'un électorat de droite. Et puis il y avait un moment... Michel Cotta, intéressant cette différence entre l'électeur de gauche et de droite. Je veux aussi citer la primaire de 2007, où qu'est-ce qui s'est passé? La personnalité qui était en tête des sondages d'opinion globaux a enterré et Fabius et Strauss-Kahn qui étaient là. Et au fond, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas un Juppé qui est resté très supérieur, ce qui entraînerait l'adhésion de ceux qui ne sont pas des militants, et derrière des gens qui sont écrasés. Donc c'est ça qui change, c'est que au fond, il n'y aura pas de prime au premier des sondés, puisque après tout l'écart est ridicule. On n'a pas répondu à une question simple. Les Français ce soir voient les sondages, écoutent la radio, regardent la télévision, se disent mais comment se fait-il que François Fillon, on a évoqué des pistes, mais comment vous regardez cette progression vertigineuse? Alors Éric de Courty nous dit peut-être qu'il est gonflé dans les sondages un petit peu, mais il progresse. Comment on l'explique? Plus 10 points, c'est si bas si longtemps. 15 points en moins d'un mois. C'est beaucoup quand même. Ce qui est drôle, c'est qu'il soit resté si bas pendant si longtemps. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il a eu un très bon moment après le premier débat. Il a eu une semaine, notamment l'émission politique qu'il a faite. Et Alain Juppé arrive pendant que vous parlez. Où il disait non tranquillement. Il a tenu tête à ce syndicaliste CGT qui essayait de l'entraîner sur le terrain de la repentance coloniale. Il lui a dit non. Il n'a pas cédé. Il a tenu tête. Il n'a pas tenu tête. Il a exprimé. Il a fait un commentaire sur l'humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker, en disant « Je considère que ça n'a pas sa place dans une émission de ce genre-là ». Il a montré que l'espèce de politiquement correct, l'espèce de... Il ne l'acceptait pas. Au moment où Nicolas Sarkozy, lui, allait chez Jean-Jacques Bourdin, et on avait l'impression, un peu comme il l'avait fait à Bordeaux, vous savez, en disant à Sens Commun, si vous voulez vraiment que je vous le dise, que je vous le dis. Et là, c'était à Jean-Jacques Bourdin, si vous voulez vraiment que je vous dise que je voterai pour François Hollande contre Marine Le Pen, je vous le dis. Et là, François Fillon donnait l'impression d'être celui qui... Tiens, oui. Et l'attitude, encore une fois. Je pense aussi que François Fillon a été peut-être de tous les candidats à la primaire celui qui a tenu le plus un discours global. Il a raconté un récit. Il y avait un programme et il a mis, quand il a parlé de la lutte contre l'islamisme radical, il a justifié ça par l'économie. Il y a eu un récit, un discours global que n'ont pas eu les autres candidats. Et je pense que ce discours-là, dans l'électorat de droite, il a fini petit à petit par marquer des points. Et surtout, c'est le seul candidat libéral-conservateur, puisqu'on a d'un côté des candidats très conservateurs ou des candidats très libéraux. Lui, c'est le seul candidat libéral-conservateur, ce qui plaît à l'électorat de droite, qui est libéral-conservateur. Ce serait pas il pourrait pas parler à un électorat frontiste parce que qui sont plus conservateurs. Là, il parle à un électorat typiquement de droite. Il est le pur produit de la synthèse de l'électorat de droite. Place du direct. Céline Martel est avec une proche de Nicolas Sarkozy. Céline, vous êtes en direct. On vous écoute.
Oui, je suis avec Catherine Vautrin, députée de la Marne, soutien de Nicolas Sarkozy. Alors, qu'attendez-vous de cette soirée ce soir et de ce dernier débat? Vous savez, c'est le troisième débat. Là encore, nous allons préciser le projet. Nicolas Sarkozy, depuis le début, a montré à la fois sa connaissance des dossiers, l'expérience qui est la sienne. Et ce soir, je pense que c'est l'occasion d'aller encore plus loin et de pouvoir montrer combien il est en contact direct avec les Français, celles et ceux qui, quelque part, ne se sentent pas écoutés, celles et ceux qui ont peur du déclassement. Et Nicolas Sarkozy, depuis le début de cette campagne, a choisi de faire une campagne autour de ces Français. Celles et ceux qui sont finalement loin des éditorialistes parisiens, loin des sondages, qui vivent la France au quotidien. Justement, dans les sondages, François Fillon augmente, progresse de jour en jour. Est-ce que ça vous inquiète dans l'équipe de Nicolas Sarkozy? Pas du tout. Moi, vous savez, le seul sondage auquel je crois, ça sera le résultat de dimanche prochain et bien évidemment celui du 27 novembre parce que c'est le seul qui vaille, celui des Français. Merci Catherine Vautrin d'avoir été sur LCP. Je vous laisse rejoindre Nicolas Sarkozy. Voilà, une proche qui n'est pas inquiète des sondages. Le seul qui vaille, ce sont les électeurs, dit-elle. On est déjà dans la campagne présidentielle. Ils ne vont pas arriver en disant c'est terrible les sondages. C'est vrai, on voit mal quand même un proche d'un... Regardez, juste cette image, elle est très courte. Est-ce que ça a eu un effet? On a évoqué Donald Trump avec peut-être cette volonté de modifier son discours après cette élection, parler plus en direct au peuple. Un homme a déclaré sa candidature hier. Les médias, évidemment, en ont beaucoup parlé. Il s'appelle Emmanuel Macron. Regardez. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde. Conviction intime et profonde. Est-ce que, et c'est vrai que c'est une analyse que doivent faire les candidats ce soir et ont dû l'intégrer, est-ce qu'il joue les troubles faits dans cette primaire à droite, Emmanuel Macron? Vous doutez ça, moi j'entends dire ça, ouais. J'entends lire ça, je crois pas, je crois Certains pas. pensent qu'ils peuvent faire baisser la Juppé. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a manifestement pensé comme ça. Bah oui, ce n'est pas parce qu'il l'a pensé comme ça que pour autant ça produit cet effet-là. Pourquoi voter Juppé puisqu'on a un Juppé plus jeune qui s'appelle Macron, quelque part. Donc il y a l'effet charisme Macron. Votons Juppé tout de suite et puis on verra bien ce qu'on fait après. Je pense que l'entourage d'Emmanuel Macron l'a un peu pensé comme ça pour se redonner un peu de souffle parce qu'il était quand même en perte de vitesse ces dernières semaines dans les sondages. Oui. Je ne crois pas que ça change, ça émeuve beaucoup les électeurs de droite, par ailleurs, même s'ils le trouvent intéressant. Bruno Le Maire a essayé de... Et puis le jeunisme ne suffit pas. Voilà, mais Bruno Le Maire a essayé de surfer là-dessus en disant regardez, je suis le Macron de droite, Macron se présente, c'est le temps des jeunes. J'ai l'impression que c'était un peu... Les images que vous venez de montrer... Ils ont 10 ans d'écart, par ailleurs. Les images que vous venez de montrer, elles sont Uber classiques, mais Uber avec un umlaut, pas Uberisation. Enfin, Emmanuel Macron qui prétend incarner la disruption, la nouveauté. C'est un de ses mots de vocabulaire. Il va à Bobigny et il nous fait une déclaration qui aurait pu être ici dans les couloirs sur un fond bleu de l'université. Voir à quel point il a misé. En fait, c'est un homme classique qui a essayé le classicisme et confondant par rapport au discours qu'il entend incarner par ailleurs. Moi, je me suis amusé à regarder l'étude du Cevipof là, de Jaffray, là, qui est très intéressante. Elle est sortie en octobre. Et on voit que l'électorat, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle de son électorat, sur les thématiques sécurité, sur les thématiques économiques, sont au coude à coude et ils ont les mêmes idées que les électeurs de Juppé. Enfin, je veux dire, ils sont très proches, les électeurs de Macron et de Juppé. Et d'ailleurs, c'est la même sociologie, ils ont les mêmes idées, mais c'est la même sociologie, c'est-à-dire que ce sont plutôt des vieux riches. Enfin, si on fait des résumés, voilà, la réalité est toujours plus complexe que celle-ci. Quand vous regardez dans les sondages, Nicolas Sarkozy plaît aux jeunes, plaît aux jeunes, en tout cas, est plus fort. On parle toujours en relatif. Les jeunes s'intéressent à personne. Non, mais le premier centre d'intérêt des jeunes, c'est aucun. Enfin, en tout cas, aucun d'entre eux. Et quand ensuite ils commencent à s'intéresser, c'est plutôt au Front National. Mais si vous comparez les popularités ou les intentions de vote, Emmanuel Macron est un produit plutôt pour personnes âgées, là où Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy sont et Alain Juppé est sur la même Macron plaît aussi là aux où jeunes. Nicolas Sarkozy ou Valls sont plutôt sur des électorats plus jeunes et paradoxalement sur les femmes. Génie Bastier, vous êtes d'accord sur cette idée que Alain Juppé peut être aussi mis en difficulté par les électeurs de Macron qui, effectivement, sont sur les mêmes thèmes. Tout à l'heure, mais après, je serais bien incapable de vous dire quel effet sera concrètement, mais c'est vrai que ça se bouscule. Les candidats centristes se bousculent et finalement on se demande si Juppé gagne cette primaire, qui incarnera la droite en 2017. Enfin, il y aura un électorat orphelin.
On parlait de Bruno Le Maire. Céline, t'es avec un proche. Non, mais il sera quand même, s'il est choisi par l'ensemble de la droite et du centre, il n'y aura quand même pas un candidat de la droite contre lui. Enfin, Regardez, je trouve que c'est quand même curieux de dire qu'Alain Juppé n'est pas un candidat de droite. C'est curieux. C'est un homme de droite. C'est un homme de droite. Il n'y a pas dans son discours. Alors, rassemblement, il est chacun son discours. Sur le discours, quand même, entendre qu'Alain Juppé n'est pas de droite, c'est les bras m'en tombent sur le plan idéologique. Juste, permettez-moi, j'interviens dans ce débat passionnant. Céline Martel, Jean-Sébastien Ferjou. Regardez, Céline Martel est avec nous, ça va être très court, mais elle est avec un proche de Bruno Le Maire. On vient d'évoquer Bruno Le Maire qui a décroché dans les sondages et qui ce soir va sûrement avoir besoin de boxer, si je veux utiliser évidemment une métaphore sportive. Oui, je suis avec Sébastien Lecornu, qui est le conseiller politique de Bruno Le Maire. Et alors, les sondages ne sont pas bons pour Bruno Le Maire en ce moment. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé pour ce dernier débat? Le sondage, vous savez, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer de dimanche matin jusqu'à dimanche soir, parce que ce sont les Français qui vont décider avec leur pièce de 2 € et leur carte d'électeur. Tout simplement d'être naturel, de montrer qu'il a le projet le plus sérieux, probablement le plus abouti, le plus chiffré, des convictions assez singulières, nouvelles, qui tranchent peut-être avec des propositions plus anciennes et des visages peut-être un peu plus connus des Français. Il faut qu'il soit lui-même. Donc rien de différent du premier, du deuxième débat, il ne doit pas être plus offensif. Il doit être encore plus lui-même, plus naturel. Bruno, il est un peu comme Jacques Chirac. Dès qu'il y a une caméra, c'est un peu plus difficile que sur le terrain, dans une salle. Il a besoin de voir les gens. Donc c'est vrai que peut-être que les débats sont pas ses rendez-vous favoris. Il préfère être sur le terrain avec les Français. Il faut tout simplement qu'il montre ce qu'il est dans son cœur et dans son âme. Vous y croyez toujours? Ah oui, plus que jamais, oui. La réalité, c'est que ce que nous proposons pour les Français est original et surtout audacieux. Et en général, les Français nous surprennent toujours. Voilà, c'était Sébastien Lecornu. Merci d'avoir été avec nous en direct sur LCP et je vous laisse rejoindre Bruno Le Maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Le staff, évidemment, Michel, vous n'allez pas me contredire, combatif autour de Bruno Le Maire, mais avec l'idée quand même qu'il va continuer à être le plus naturel possible. Il fait référence, Sébastien Lecornu, à Jacques Chirac. Il faut qu'il soit comme Jacques Chirac. Ça vous évoque quoi? Naturel? Parce que Jacques Chirac, la télé, c'était pas trop son domaine au départ. C'était pas trop son style, justement. Je trouve que l'exemple, alors qu'on cite le nom de Jacques Chirac, c'est vrai que c'est plutôt gratifiant pour celui qui se prépare à cette la place est joute. prise par Alain Juppé qui était avec Le Ton il y a quelques jours. Je trouve que c'est l'exercice dans lequel Chirac était le meilleur n'est pas forcément la télévision, et qu'avant un débat de télévision, c'est une drôle d'assimilation, mais enfin, il n'était naturel ni l'un ni l'autre, il faut bien dire. Ils sont naturels ni l'un ni l'autre devant la télévision, voilà. Et il y a quelque chose qui me frappe aussi, parce que c'est un peu toute la campagne de Bruno Le Maire, c'est construite là-dessus. Je suis nouveau, je suis le renouveau, mais regardez, même ses soutiens nous disent il est audacieux, il est nouveau, mais il y a un moment, ce sont pas, je vais pas vous dire je suis beau, je suis généreux, je suis ci, je suis ça. C'est à vous de le décider en me regardant, en m'écoutant parler, en entendant mes arguments. C'est un peu leur erreur, c'est-à-dire que plutôt que de miser sur il suffit pas du discours, il faut donner des actes, des preuves, pas juste dire je suis ci ou je suis ça. Et je trouve qu'ils ont beaucoup fait une campagne qui se concentrait sur je suis ci ou je suis ça. Oui, mais ça on l'a dit, c'est vrai que Bruno Le Maire n'a joué que là-dessus, et je pense que le résultat dans les sondages qui risque de se confirmer dans les urnes correspond à ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire je suis nouveau, je suis le renouvellement, je suis jeune. Il faut être capable de dire quelque chose. Il faut le prouver. Enfin, il a fait des propositions, Bruno Le Maire. Le fait d'être probe, notamment avec un casier judiciaire, la réduction du nombre d'élus, il y a quand même des choses qui ont été proposées. Qui ont agacé d'ailleurs la classe politique. Sur la classe politique, sur la transparence de la vie politique. Sur le renouveau, c'est toujours dans le Bruno Le Maire, il suffit pas de pas mettre de cravate. Même quand il met pas de cravate, on la voit. La cravate, elle a Bruno Le Maire, il a cru après l'élection à la présidence de l'ancienne UMP il y a 2 ans qu'il allait suffire d'avoir une posture pour que ça se traduise dans les faits. Ben là, le résultat, c'est que c'est non. Voilà, François Fillon est en train d'arriver, vous l'avez vu, très détendu, avec un pas très calme. On peut voir aussi dans l'attitude, dans la façon dont se déplacent les candidats, leur volonté ou pas. Il y a d'autres candidats dont on n'a pas du tout parlé, parce qu'on a bien compris que ce soir, les choses allaient se cristalliser à travers 3 personnalités. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fait un peu du Macron, Jenny Bastier, finalement. Elle veut rassembler tout le monde, elle parle d'Internet. Moi, je ne comprends pas pourquoi Nathalie Kosciusko-Morizet est candidate à la primaire de la droite, parce que je ne vois pas en quoi elle est de droite, en fait. C'est-à-dire, j'ai lu son interview dans l'IB la semaine dernière. Il y avait 0% de droite, 0% de conservatisme,
0% de social, c'était juste un programme du macronisme, de l'ubérisation de la société. En gros, la réponse à la réponse à la burqa, c'est Uber, et il faut interdire le salafisme comme on interdit le tabac dans les bars par une simple loi. Il n'y a aucune réflexion de fond, aucune sensibilité de droite. C'est vraiment, pour moi, c'est un ovni. Alors, je ne sais pas quel rôle elle veut jouer. Qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Je vous ai fait rire sur Internet, mais je disais Internet parce que c'est vrai que Macron est assimilé comme ça à la société numérique, des jeunes, des geeks. Elle propose quand même, Nathalie Kosciusko-Morizet, de créer un statut pour ces auto-entrepreneurs, de créer des cotisations sociales. C'est quoi? C'est une niche qui est trop étroite et qui n'est même pas de droite. Elle est à gauche ou à droite, mais elle est sur un tout petit créneau. Le créneau. Est-ce que le salaire, est-ce que les salariés seront maintenant complètement dépassés par des travailleurs indépendants, statut du travailleur indépendant, qui n'ont aujourd'hui pas de statut, rôle de l'informatique. Bon, d'accord, mais c'est vrai que ça ne fait pas la France. Un programme présidentiel. Elle vous plaît pas? Et vous la trouvez de gauche, de droite? Elle est encore une femme de droite? Mais elle a le droit de décider de ce que... Non, mais elle dit comme Macron. Elle dit, moi, je suis ni de gauche ni de droite, je veux rassembler. Enfin, elle se présente quand même à la primaire. Emmanuel Macron ne se présente pas à la primaire de la gauche, pour le coup. Elle se présente à la primaire de la droite et du centre. Elle entend incarner, je pense, le centre. Après, je pense que depuis le départ, elle sait très bien qu'elle ne va pas la gagner, cette primaire. Nathalie Kosciusko-Morizet est une femme très intelligente. Donc, je pense qu'elle joue autre chose. Elle a constaté que Manuel Valls, qui était très décalé, pour le coup, du centre de gravité de l'électorat de gauche, il a fait 5% à la primaire, il est devenu Premier ministre. Et son pari, c'est ça, c'est de dire, je peux devenir ce qui finalement sera la coloration à laquelle vous ne vous attendez pas d'un prochain quinquennat, parce qu'un président plus à droite ou plus traditionnel par rapport à son électorat aura besoin de cette nouveauté-là. Maintenant, je me demande si c'est vraiment le bon calcul, parce que la nouveauté qu'attend l'électorat de droite, à mon sens, ça n'est pas celle-là et ça n'est pas de ce côté-là. Éric de Coutty, un mot pour le reste. Mais contre Karim, quoi, comme Premier ministre. C'est ça, non, mais c'est intéressant le calcul. Elle incarne, moi, ce que dit Génie, moi, je trouve ça curieux. C'est-à-dire qu'elle incarne aussi une autre droite. C'est-à-dire que c'est quand même curieux de dire, il y a des gens qui ne font pas partie de la droite, vous entendant. Il y a le même débat sur Macron, hein. Si à la gauche et à droite. Si Juppé gagne, la droite sera orpheline. Donc, il y aurait des bons candidats à droite et des gens qui ne seraient pas. Permettez-moi. C'est une, elle est libérale. Elle est 100% progressiste, 100% libérale. Non, mais Juppé est quand même conservateur. Elle est de droite. Révolutionnaire. Place au direct, Éric de Coutty. La droite va être orpheline si l'aventure est gagnée. Un proche de François Fillon avec Céline Martel, l'homme qui monte ce soir, en tout cas dans les sondages, et qui va devoir évidemment rattraper la pièce, comme nous disait tout à l'heure Jean-Sébastien Ferjou. Céline, c'est à vous. Oui, Arnaud, je suis avec Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon. Alors, François Fillon grimpe dans les sondages, n'arrête pas de grimper dans les sondages. Ça doit être un enjeu terrible ce soir. Eh bien, je vais vous décevoir, il va faire comme d'habitude. Il l'a préparé de façon très tranquille, très à l'aise, mais au fond, c'est un peu sa marque de fabrique maintenant de François Fillon dans ce débat. Il a pris la décision de faire une campagne de liberté, de vérité, et en l'occurrence, ça vous met forcément très serein. Vous ne regardez pas les sondages, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, peu importe, vous laissez ça de côté et vous vous concentrez sur l'essentiel, c'est-à-dire la relation directe que vous avez avec les Français, le projet que vous présentez, votre détermination et bien sûr les réponses à leurs questions. Donc sa stratégie ce soir, c'est de ne rien changer au précédent débat. Vous n'allez pas être déçu, il va être exactement comme il était la dernière fois, c'est vrai. Et comme il est tous les soirs lorsqu'il est en réunion publique, bref, voilà, c'est le vrai François Fillon. Très bien, on va voir ça. Je vous laisse aller le retrouver dans les loges. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jérôme Chartier. Merci Céline. On va donc ce soir retrouver le vrai François Fillon, dit Jérôme Chartier, qui suit François Fillon de très très près, un de ses plus proches conseillers. Nathalie Kosciusko-Morizet, pour Eugénie Bastier, n'est pas une candidate de droite. Jean-François Copé. Alors c'est vrai que dans les deux précédents débats... Il est de droite, hein, je crois. Il est de droite. Il est de droite. Génie, oui, il est de droite. Qui accorde les brevets Voilà. Est-ce qu'on décerne des notes ce soir Non, mais Jean-François Copé avait quand même une sorte de une façon d'être sur les deux précédents débats, une liberté de ton, le second de parole. surtout, parce que le second. Là aussi, vous pensez qu'il va continuer la même partition? Il n'a pas le choix, Jean-François Copé? Moi, je pense que ce qu'on appelle les petits candidats ce soir, c'est eux qui vont jouer le premier rôle dans leur attitude à l'égard des trois autres. Mais tous, et Nathalie Kosciusko-Morizet et Poisson aussi, qu'on a vu tout à l'heure, ils n'ont rien à perdre. Personne n'a intérêt. C'est leur dernier moment, surtout pour certains, c'est leur dernier moment. Donc je pense que c'est d'eux dont viendra une partie de l'intérêt du débat, notamment à l'égard des trois. Et je pense sur un certain nombre de sujets, on sait très bien qu'il y a des questions qu'ils veulent éviter, que certains veulent éviter. Ces questions-là, elles viendront
d'abord de ces petits candidats. Et ça va être intéressant. Jean-François Copé, cette espèce de façon d'être qui a ciblé Nicolas Sarkozy dans le président. C'est vraiment l'homme clé. Ce soir, justement, c'est lui qui peut créer la surprise, c'est lui qui peut vraiment allumer la mèche. Où ça fait mal, parce que bien sûr que Nathalie Kosciusko-Morizet ou Jean-Frédéric Poisson ou Bruno Le Maire, dans un autre registre, sont des enjeux, mais ils sont plutôt des enjeux pour eux. Jean-Frédéric Poisson, il attend rien d'Alain Juppé, il s'est un peu grillé, à vrai dire. Il aurait pu espérer peut-être un ministère, peut-être d'ailleurs en aura-t-il quand même un. Mais ce qui s'est passé, il a pas joué les codes. Vous êtes déjà projeté dans la répartition des ministères. C'est ce qu'ils attendent, Arnaud, la primaire n'est pas un exercice de synthèse idéologique. Avez-vous constaté qu'il se soit produit des conventions, qu'il y ait des idées nouvelles, que la droite ait avancé, qu'elle ait pensé son quinquennat? Elle sera exactement dans la même situation quand la gauche est arrivée au pouvoir, en n'ayant rien pensé. Elle n'a rien pensé au monde actuel. Rien. Donc de toute façon, la primaire est une perversion de l'esprit démocratique qui ne fait que renforcer. C'est un concours de beauté. Et de toute façon, en plus, je vais vous dire, quand on regarde les débats, en général, quand vous regardez le lendemain les sondages, c'est exactement au même niveau. Quand vous posez la question aux gens qui donc ça change pas la vie en fonction de leur intention de vote, parce qu'on regarde tous avec un biais émotionnel qui est de ce que notre champion soit confirmé. Eugénie Bastier. L'exemple de Le Maire montre qu'un débat peut avoir quand on est très très mauvais. C'est vrai. Quand on est très très mauvais. Les deux débats de Fillon et notamment sur l'émission. Céline Martel est avec Christian Estrosi. Il va nous quitter si nous n'en donnons pas la parole. Céline, vous êtes avec Christian Estrosi. On vous écoute évidemment. Oui, je suis avec Christian Estrosi, vous l'avez dit, soutien de Nicolas Sarkozy. Alors je voulais lui demander, est-ce que la percée de François Fillon dans les sondages vous inquiète? Écoutez, ça fait 6 mois qu'on nous parle de sondages, de ce qui domine dans les sondages, de percée dans les sondages. Je suis engagé aux côtés de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui, la seule chose qui compte, ce sont les jours qui passent, une mobilisation d'une majorité silencieuse dans le pays qui de toute évidence s'est tournée derrière Nicolas Sarkozy parce qu'elle a bien compris que ce qui se jouait au mois de mai prochain, c'était l'avenir de notre pays, de permettre à notre pays de retrouver une puissance respectée dans le monde. Et je crois que l'élection américaine est là pour démontrer que nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation d'une alternance molle qui ferait qu'avec une présidence américaine puissante, une présidence chinoise puissante, une présidence russe puissante, là où l'Europe a perdu tout ressort, là où elle n'a plus un gouvernant qui soit capable de donner une impulsion nouvelle, que la France, qui a été longtemps leader, ne retrouve pas cette place de leader en Europe pour conduire en même temps que la politique française, la politique européenne. Et donc ce soir, quelle sera la technique de Nicolas Sarkozy C'est pas une technique, vous savez, parler avec son cœur et en même temps parler avec conviction de la France à un moment où sans doute le mois de mai prochain sera le rendez-vous de la dernière chance pour redonner en ce début de XXIe siècle à la fois à nos concitoyens, à ceux qui souffrent, à cette majorité silencieuse qui n'en peut plus d'être écrasée par une fiscalité confiscatoire, qui n'en peut plus de voir ces menaces qui, attentat terroriste après attentat terroriste, voient un gouvernement complètement affolé et incapable de prendre des mesures pour mettre en place des lois de la guerre pour faire la guerre, parce qu'on ne gagne pas la guerre avec les lois de la paix, incapable d'enrayer la montée de la violence et de la délinquance dans notre pays. Pour cela, il faut un candidat qui incarne une alternance forte, puissante, près du peuple, à l'écoute de chacun et capable d'imposer des réformes tout de suite, avec une majorité qui ne soit pas une majorité négociée comme ça dans le dos des uns et des autres, avec de petits accommodements, une sorte de juste milieu dont on s'accommoderait. Il faut une majorité législative après l'élection présidentielle qui garantisse que le président de la République, contrairement aux 5 dernières années, aura vraiment les moyens de réformer tout de suite. Et la réforme avec Nicolas Sarkozy, ça ne sera pas dans 6 mois, ça ne sera pas dans 1 an, ça ne sera pas dans 2 ans. C'est la baisse des impôts dès le mois de juillet. Ce sont des lois pour abattre l'ennemi qui veut nous mettre à terre et à genoux tout de suite. Très bien, merci Christian Estrosi d'avoir été avec nous. Et je vous laisse rejoindre Nicolas Sarkozy dans ses loges. Merci beaucoup. Merci Céline. Éric de Couty, alors c'est un discours très structuré ce que développe Christian. Non, vous faites une moue. Enfin, en un mot, on résume. Il faut un homme fort pour tenir tête. Le problème du discours de Sarkozy, c'est que c'est le bon discours qui plaît à l'électorat à droite, mais c'est le mauvais émetteur. C'est-à-dire quand il dit « je suis Trump »,
Très bien, il a appelé à voter Clinton. Quand il dit je suis maintenant le Brexit, c'est très bien. Il a dit qu'il voulait faire revoter les Britanniques. Quand il dit je suis l'homme de la révolte, je suis l'homme du non en 2005, alors qu'il a milité pour le oui en 2005. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un problème d'émetteur, c'est-à-dire qu'il a le bon discours, mais on sait qu'il n'a pas fait. On sait que c'est pas vrai. Quel discours? On parlait tout à l'heure de Bruno Le Maire, il disait je suis jeune, je suis jeune. Oui. T'as Sarkozy qui dit je suis fort, je suis fort, je suis fort. C'est ce qu'on entend. C'est pareil, mais c'est. Et Juppé qui dit je suis sérieux, je suis sérieux, je suis sérieux. Juppé, donc oui, effectivement, il n'y a pas de discours, on voit bien. Nicolas Sarkozy, il a quoi à vendre? Les mêmes recettes qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et il a été au pouvoir pendant 5 ans. Et là, il nous dit, il est formidable, Christian Estrosi, il dit les 6 premières semaines, il va tout changer. Tout de suite. Tout de suite, hein, c'est pas 6 mois, c'est pas 6 semaines. On a juste oublié qu'il a été au pouvoir pendant 10 ans. Donc c'est quoi? C'est son échec, ce qu'il n'a pas fait pendant 10 ans, 10 ans, il va le faire. Aussi long que ça, 5 ans au ministère de l'Intérieur, sur la sécurité, et en tous les cas au ministère de l'Intérieur et aux Finances, et 5 ans à la présidence de la République. Il a été au pouvoir quand même pendant 10 ans. Donc, mais Michel, il y a quand même un mot. Il ne veut pas d'une présidence molle. En un mot, Nicolas Sarkozy est un homme fort. Qui mènera comme ça, de manière très virile, cette présidence. C'est ça le message qui passe. Et il parle au peuple. Il y a un jeune. Oui, il parle au peuple, il parle à qui il peut, on verra. C'est encore autre chose qui se joue en sous-titres, c'est-à-dire Alain Juppé. Il y a encore des sous-titres sous les sous-titres. Personne ne peut croire qu'Alain Juppé soit mou. C'est pas la question. Alain Juppé est moins à droite. Alain Juppé est surtout plus dans le système. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais il est plus pour des solutions traditionnelles. Nicolas Sarkozy essaye de surfer sur la vague. Justement, on a vu la nouveauté, la différence. Elle est venue du Brexit. Elle est venue justement de Donald Trump, de gens qui disent mais vous en avez marre, vous êtes exaspérés. Alors votez pour moi. Par le système qui existe depuis 30 ans, depuis 40 ans, il a cet instinct-là de comprendre que c'est cette carte-là qu'il faut jouer, mais je suis assez d'accord avec Eugénie. Par ailleurs, il y a quand même un problème sur l'émetteur. Il n'est pas comme Donald Trump, un homme nouveau. Il n'est pas neuf. Quand même. Mais après, il ne faut pas sous-estimer l'état d'exaspération. Regardez, personne ne prédisait le Brexit. Sur Donald Trump, on n'était pas nombreux à dire attention, regardez pas le personnage, regardez la sociologie électorale, parce que là, on est encore en train de discuter du concours de beauté. On n'est pas en train de parler des électeurs. Nous ne sommes pas en train de parler des Français. La clé de l'élection, elle n'est pas chez eux et sur la manière dont ils vont être ce soir, elle est sur ce que vivent les gens à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils vont recevoir Michel Cotta? La vraie clé quand même de Nicolas Sarkozy, c'est pas seulement de surfer sur Trump, effectivement, parce que l'émetteur là est bizarre, mais c'est quand même tout ce qui les sépare de Juppé pour le coup et de Fillon sur la sécurité, sur la façon de refus cherchant l'électorat FN, la binationalité qui entraîne immédiatement l'expulsion des gens, sur la mise en rétention des fichiers du fichier S sans avoir manifesté quoi que ce soit d'autre qu'une intention. Là-dessus, c'est là où ils se séparent. Fillon et Juppé disent l'état de droit, ça existe. L'apaisement chez Juppé et l'autre dit l'état de droit, on le transformera. C'est à mon avis là-dessus qu'il est le plus populaire ou qu'il risque de l'être le plus auprès d'abord du Front National et ensuite de la droite de la droite. Un dernier soutien de Bruno Le Maire avec Céline Martel et puis on vient ensemble pour reparler de Nicolas Sarkozy parce qu'il y a peut-être aussi un phénomène anti-Nicolas Sarkozy qui est important, qui a l'air fort. C'est un vote caché, Nicolas et voilà, Sarkozy. Ça c'est important et on va en parler parce que ça sera probablement déterminant dans le vote du premier tour. Alors, une proposition concrète de Damien Abad, mais c'est vrai que l'élément de langage qui est revenu, c'est audacieux, c'est ça, on revient, il faut qu'il soit audacieux, il faut qu'il soit lui-même, Bruno Le Maire, et nouveau pour retirer le préfixe « re », puisqu'il a vendu cette campagne sur le « renouveau ». Un mot sur Nicolas, même plusieurs, Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup d'électeurs qui se disent « je vais voter dimanche, mais pas pour Nicolas Sarkozy, mais je vais voter dimanche pour Fillon, pour Juppé, contre Nicolas Sarkozy ». Oui, moi je pense même que s'il y a un effet Fillon, ce qui se confirme, je pense parce qu'il y a une partie de l'électeur de droite qui ne veut pas de Nicolas Sarkozy, se dit que finalement Fillon est plus compatible et que Fillon peut battre Sarkozy. Je pense que le tout sauf Sarkozy à droite a un effet. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure, Jean-Sébastien, de Nicolas Sarkozy qui parle, il parle à qui? Pour l'instant, il parle aux gens qui étaient convaincus. Or, on verra peut-être dimanche s'il va plus loin, mais il parle aux gens qui étaient déjà convaincus. Il n'a quasiment pas bougé, mis à part au lendemain de la sortie de son bouquin. Le socle est resté toujours à peu près le même. Il n'a rien gagné. Alors, il y a peut-être un électorat caché, pourquoi pas, on peut tout imaginer, mais pour l'instant, il n'a pas gagner au-delà de son socle d'habitude. Et je crois qu'au contraire, l'anti-sarkozysme a prospéré. Il y a un anti-sarkozysme, Eugénie Bastier, je donne la parole, Sébastien Ferjou. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à droite et aussi chez des électeurs Oui, évidemment, de il y a un anti-sarkozysme très profond à droite. Mais je voudrais revenir sur l'effet Trump, parce que je pense qu'il est important pour comprendre cette primaire. La question qui se pose dans cette primaire de la droite, c'est comment prendre en charge l'angoisse identitaire des Français.
sans basculer dans la démagogie trumpienne. Et je crois que c'est vraiment là ce que je recherche la synthèse à droite aujourd'hui, c'est dire que comment, c'est la question qui se pose vraiment dans toutes les droites d'ailleurs d'Europe et chez tous les conservateurs, c'est comment prendre en charge ça, cette angoisse, ce besoin de frontières, ce besoin de protection, cette peur par rapport au terrorisme, sans basculer dans ce qu'on a qualifié aux États-Unis de la post-vérité politique, c'est-à-dire dans la démagogie absolue, en disant n'importe quoi pour gagner le pouvoir. Et je pense que c'est cette problématique-là qui se pose. Jean-Sébastien Ferjou, et puis Jérôme Perra est avec nous en direct. Un mot et je donne la parole. Il dit beaucoup n'importe quoi, effectivement, parce que c'est un camelot, c'est un marchand de presse purée. Il vous dit ce que vous avez envie d'entendre pour attirer votre attention. Parce qu'encore une fois, les gens n'écoutent plus. Alors après, on peut contester la méthode, on peut se... C'est un peu le niveau zéro de la politique. On peut déplorer, on peut déplorer que la démocratie en soit là, mais il n'a pas dit que ça. Malgré tout, il a eu un vrai discours politique construit. Les Américains ne sont pas une bande de brutes qui ne comprennent rien. Il ne faut pas mépriser les électeurs américains. Ça, clair. Ils ont voté parce qu'il y avait un discours social qui était très clair. C'est le premier candidat républicain qui a inversé la posture. Il n'est plus le défenseur de Wall Street. Il est le défenseur des travailleurs, alors qu'Hillary Clinton... Contre les médias, connivant. Oui, mais ce que je veux dire, c'était un discours qui était sous les aspects, justement, déplorables. On est tous d'accord là-dessus, on ne va pas se battre. Il y avait une vraie offre politique. Il ne faut pas la sous-estimer. S'il avait eu ce discours-là, cette offre politique, moins les provocations, peut-être qu'il aurait fait encore plus. Et peut-être qu'il y a eu le populaire vote. Je pense que tout le monde aurait regardé que le personnage ridicule. Alors, Jérôme Perra. Fillon, et c'est vrai qu'il a l'air de remonter dans les conversations en ligne. Fillon qui fait circuler ce message sur Twitter. Ceux qui votent Juppé le font pour ne pas avoir Sarkozy. Ceux qui votent Sarkozy le font pour ne pas avoir Bayrou. Et si vous votiez pour vos convictions? Jean-Frédéric Poisson de lui répondre. Ceux qui votent Fillon le font pour éviter un duel Juppé-Sarkozy. Et si vous votiez pour vos convictions? Ah, là, résolu le problème. Macron candidat a déjà un impact sur mon pouvoir d'achat, dit-il. J'économise mes 4 € prévus pour participer à la primaire. Thierry espère surtout que ça sera pas Sarkozy. En 2012, on l'avait balancé dans la cuvette des toilettes. Dimanche, on tire définitivement la chasse, attaque-t-il. Plus mesuré, BT trouve dommage que Sarko ait tapé toute la campagne sur Juppé et ménagé Fillon, qui planqué dans le peloton en profite finalement au sprint. Louis, enfin, comme beaucoup, râle que dans un pays normal, la sortie de Takedine sur l'argent libyen ferait exploser la primaire. Mais là, en cause prise unique, ça reste une simple accusation et difficile de croire Takedine sur parole, rétorque Nourdine pour finir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Jean-Luc Manot, vous croyez à l'hypothèse Fillon? Je crois que c'est, a priori, si je devais parier ce soir, mais ce serait un pari stupide, mais je parierais on parie ensemble. Je ne parierais pas Fillon. Vous ne pariez pas Fillon? Non, je parierais pas Fillon. Je crois que le chemin à faire est encore trop long par rapport à la durée de ce qui reste de campagne. Mais en même temps, il y a un débat ce soir. Il est évidemment important dans un moment où il y a un électorat, on voit bien, qui change. Et surtout, ce qui est assez intéressant à voir, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très compliqué aussi pour les sondeurs, c'est que il n'y a pas vraiment, on franchit pas vraiment quand on travaille dans une primaire. Les électeurs ne franchissent pas vraiment de frontières. Il y a pas. Ils sont très mouvants, quoi. Oui, il n'y a pas une ligne de démarcation. Vous voyez que c'est bien plus dur de passer de la droite à la gauche ou de la gauche à la gauche à la droite. Alors que là, ils se détestent tous, donc c'est compliqué de dire que c'est la même famille. Mais les électeurs se détestent pas. Les électeurs, ils sont globalement la même famille, en tout cas une famille à défaut d'être unie, quand même, qui sait se rassembler. Donc c'est extrêmement difficile. En tout cas, vous pariez pas Fillon ce soir. Non, je vous disais simplement que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'invité surprise dans ces émissions-là, parce que on aurait pu faire venir Macron, il n'aurait pas dénoté sur le fond. Oui, enfin bon. Non mais Fillon a probablement déjà un avantage pour lui, c'est de ne pas avoir été soutenu bruyamment par le parti des médias, ce qui, à mon avis, va finir par être très mauvais pour Alain Juppé. Et Fillon a aussi l'avantage de ne pas être Nicolas Sarkozy. Et non mais donc on sait bien que Nicolas Sarkozy focalise un truc personnel. Donc son collaborateur, comme disait l'autre. Il peut rafler. Non, mais il peut rafler notamment parce qu'il aura l'air, si vous voulez, les gens, les électeurs, ils prennent un peu le gourdin qu'ils peuvent pour taper sur notre tête ou sur la tête de tous ceux qui leur donnent des leçons. Alors le gourdin peut être plus ou moins convenable. Là, ils ont un gourdin très convenable, en fait. Donc vous voulez dire que c'est pas pour lui, François. On voterait pas pour lui, mais on voterait pour ce qu'il représente plus que pour ce qu'il est, quoi. C'est ça? Écoutez, franchement, excusez-moi, là, c'est le sexe des anges, votre truc. Pourquoi les gens votent pour ce qu'il représente, ce qu'il est? Mais pour ce qu'il a, pour son programme,
C'est pas pour son programme. Non, je pense pas. Alors je vais vous dire, c'est pas le je pense pas que ce soit parce que en réalité, moi je suis pas d'accord avec les internautes qui disent on n'a pas du tout abordé les sujets de fond. Je trouve même que globalement, par rapport à ce qui aurait pu être, ils se sont plutôt bien tenus et on n'a pas entendu que des orions. Non mais ça m'étonne moi-même. Cela dit, il y a un débat qui n'a pas eu lieu, je le dis en vitesse. Il y en a un sur le libéralisme. Parce que entre Fillon et les autres, il y a quand même un truc sur le libéralisme qui a pas du tout, qui a été complètement escamoté. Et puis alors, pour faire rêver sur la France, là, peut-être Olivier a une idée. Oui, Emmanuel Macron pour faire rêver sur la France. Emmanuel Macron pour rêver sur la France. Je ne sais pas si on vote pour ou contre. Il est certain que Nicolas Sarkozy attire l'attention et que on se fixe sur les autres en fonction du sentiment que l'on a par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est ça. Mais en même temps, c'est le comportement qui l'emporte, c'est l'image que donne le candidat beaucoup plus que le contenu du programme pour l'instant qui est jugé. À la présidentielle, on verra. La présidentielle, on verra. Mais moi, je me garderais bien de tout pronostic convaincu et convaincant. J'ai toute petite anecdote qui remonte à 2002. Mercredi, avant le premier tour de la présidentielle, nous recevons sur France 2 Jean-Marie Le Pen, qui au long de l'interview nous dit « Si j'étais électeur de Monsieur Jospin, je me tromperais pas, je voterais dès le premier tour pour lui ». Après l'émission, on lui dit « Mais quelle est cette insistance à voter Jospin ?» Eh bien, tout simplement parce que je peux me retrouver au deuxième tour, nous dit-il. Et à ce moment-là, je commence à m'interroger à m'intéresser sérieusement à la question. J'interroge le sondeur de France 2 de l'époque qui me dit ça paraît invraisemblable, mais si les courbes continuent à être ce qu'elles sont, il sera au deuxième tour. Donc on peut se dire que si les courbes continuent à être ce qu'elles sont concernant François Fillon, il peut être au deuxième tour. Sauf que les courbes sont quand même un peu moins fiables. Non, elles sont moins fiables, mais en tout cas on sent bien qu'il y a un échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie. Bonsoir. Avec le présentateur du grand jury sur RTL, Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier. Avec la rédaction en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Et le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Dernier round donc pour les 7 candidats de la primaire de la droite ce soir sur France 2. Dans maintenant 3 jours, le premier tour décidera des 2 finalistes et plus que jamais ça s'annonce très très serré. François Fillon espère jouer les troubles faits du duel annoncé Juppé-Sarkozy. Vous avez entendu le dernier sondage IFOP pour Paris Match. Les 3 favoris, quasiment à égalité. Alain Juppé 31%, en baisse de 2 points. Nicolas Sarkozy stable, 30%. Et François Fillon, plus haut que jamais, 27%. Il gagne 7 points à leur primaire de la droite. Quel bilan avant le vote? Le débat de ce soir peut-il tout changer? Sur les réseaux sociaux, Benoît Gadret. Il y a déjà un point très positif à cette primaire de droite, nous dit Livre Hebdo, ce sont les ventes de livres politiques qui ont explosé. Après, côté idée, j'ai l'impression qu'on a parlé que de bouffe et de policiers, regrette Henri. Et ce soir, ça va être le tout pour le tout, on s'attend au pire. Les Français ne sont pas à l'abri que des sujets de fond soient accidentellement abordés, prévient le Gorafi. Difficile d'avoir une réponse de ces élites de droite qui ont déjà du mal à savoir ce que peuvent endurer les pauvres, soupire Gérard. Avant le premier tour de la primaire, on aurait aimé la clarté et pas la radicalité, assure Christophe, qui dit finalement soutenir